Voici ce que personne dans le monde psy ne vous dira franchement aujourd'hui. Ce que j'ai observé en 30 ans de consultation, ce que les études confirment sans qu'on ose vraiment en parler à voix haute, une proportion croissante d'hommes, pas des misanthropes, pas des traumatisés, pas des cas cliniques lourds, choisissent délibérément de vivre seuls et ils vont bien, très bien même. Et si vous vous demandez ce que ça dit de vous, de nous, de ce que nous appelons encore l'amour, restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous offrir non pas une consolation, mais une vérité clinique qui pourrait changer la façon dont vous vous regardez dans le miroir ce soir. Abonnez-vous maintenant si vous voulez du vrai, pas du réconfort de supermarché. Et dites-moi en commentaire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir que vous aimez quelqu'un bien plus que lui ne vous aime? Écrivez oui ou non juste en dessous. Je lis tout. Commençons par quelque chose d'inconfortable. Quand un homme vous dit qu'il est heureux seul, la première réaction féminine, et je ne généralise pas, j'observe, c'est souvent de penser il ment ou il n'a pas encore rencontré la bonne personne ou plus cruel encore, il a été blessé et il ne sait pas ce qui est bon pour lui. On projette sur lui une souffrance qu'il n'a peu, être pas. On lui attribue un vide qu'il n'éprouve peu, être pas. Et ça, mes amis, c'est un biais cognitif fascinant qu'on appelle le biais de projection affective. On suppose que les autres ressentent ce que nous ressentirions à leur place. Mais l'autre n'est pas vous. L'autre a un cerveau différent, une histoire différente et des besoins d'attachement qui peuvent être radicalement différents des vôtres. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Dans mon cabinet, j'ai reçu une femme, appelons-la Isabelle, 52 ans, cadre supérieur, brillante, 3 enfants adultes, divorcée depuis 7 ans. Elle venait me voir parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi son ex-mari, qu'elle avait quitté, semblait s'épanouir depuis leur séparation. Il fait du vélo, il cuisine, il a des amis, il voyage, moi je m'effondre, et lui, il fleurit. C'est injuste. Isabelle n'était pas jalouse au sens banal du terme. Elle était profondément déstabilisée par la preuve vivante que quelqu'un pouvait être heureux sans elle. Et derrière cette déstabilisation se cachait une croyance que beaucoup de femmes portent sans le savoir. L'idée que l'amour qu'elle donne est indispensable, que sans elle, l'autre s'effondre, que leur départ laisse un trou irréparable. Sauf que c'est pas toujours vrai, et le reconnaître, c'est libérateur. Donc reposons la question autrement, pourquoi de plus en plus d'hommes choisissent-ils la solitude, ou du moins la vie sans relation de couple, et pourquoi ce choix les rend-il non pas malheureux, mais étonnamment épanouis, et surtout, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature de l'amour, sur nos attentes et sur ce que nous, femmes, avons parfois tendance à exiger dans une relation sans même nous en rendre compte? Il y a un chiffre qui m'a frappé quand je l'ai lu pour la première fois dans une méta-analyse publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships. Les hommes célibataires de plus de 45 ans rapportent des niveaux de satisfaction de vie comparables, voire supérieurs, dans certaines dimensions à ceux des hommes en couple, dès lors qu'ils disposent d'un réseau social solide et d'activités porteuses de sens. C'est pas une anecdote, c'est une donnée répétée dans plusieurs cultures différentes et elle nous force à interroger ce dogme très répandu qui veut que le couple soit la condition sine qua non du bonheur humain. Pendant des décennies, la psychologie a surtout étudié les bénéfices du couple sur la santé mentale, et il y en a bien réels. Mais on a beaucoup moins exploré les coûts du couple dysfonctionnel, les coûts de la cohabitation conflictuelle, les coûts de la solitude à deux qui est, je vous l'assure, bien plus douloureuse que la solitude tout court. Un homme qui vit seul et qui a appris à réguler ses émotions, à cultiver ses amitiés, à donner du sens à ses journées, cet homme-là n'a pas un défaut, il a des compétences.
Des compétences que beaucoup de gens, couple hommes et femmes confondus, n'ont jamais eu l'occasion de développer parce qu'ils ont toujours eu quelqu'un à portée de main pour gérer leur inconfort intérieur. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Vous avez déjà entendu parler du système d'attachement. John Bowlby puis Mary Ainsworth ont montré que nous développons dès la petite enfance des stratégies pour maintenir la proximité avec nos figures d'attachement. Ces stratégies sécures, anxieux, évitants, désorganisées ne disparaissent pas à l'âge adulte. Elles se réactivent dans chaque relation amoureuse, souvent à notre insu. Or, voici ce que les recherches sur l'attachement à l'âge adulte nous apprennent. Les personnes avec un style d'attachement évitant une proportion non négligeable d'hommes, bien que ça ne soit pas exclusif aux hommes, ont appris très tôt à ne pas compter sur les autres pour réguler leur état émotionnel. Ces personnes ont développé une autonomie affective qui leur permet de fonctionner, de ressentir du plaisir et de trouver du sens sans avoir besoin d'une relation intime au sens romantique du terme. Ce n'est pas une pathologie, c'est une adaptation, parfois douloureuse à l'origine, mais qui peut devenir une véritable force quand elle est consciente et bien intégrée. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'attachement évitant, c'est l'idéal. Je suis en train de vous dire que juger un homme heureux seul comme quelqu'un qui a un problème d'attachement est réducteur et souvent inexact. Certains de ces hommes ont simplement décidé en pleine conscience que le coût d'une relation de couple ne valait pas ce qu'elle leur apportait. Et cette décision mérite d'être prise au sérieux. Parce que, mes amis, voici la vraie question que je vais vous poser maintenant, et j'aimerais que vous y réfléchissiez vraiment. Est-ce que vous avez déjà évalué honnêtement ce que vous apportez dans une relation et ce que vous en coûtez? Pas pour vous flageller, Christophe André n'est pas là pour ça, mais pour quelque chose de bien plus utile, la lucidité. Dans mon travail en thérapie cognitive et comportementale, je reviens souvent sur ce concept que j'appelle la comptabilité relationnelle. Ce n'est pas romantique comme expression, j'en conviens, mais c'est précis. Chaque relation implique des apports et des coûts. Des moments de sécurité, de joie, de croissance d'un côté, des moments de tension, de frustration, d'épuisement de l'autre. Un couple sain, ce que j'appelle un amour rationnel, n'est pas un couple où il n'y a pas de coût. C'est un couple où les deux partenaires trouvent que les apports compensent largement les coûts et où ils ont les outils pour gérer les moments difficiles sans se détruire mutuellement. Le problème, c'est que beaucoup de relations n'ont jamais fait cet audit. On reste ensemble par habitude, par peur de la solitude, par honte de l'échec, par pression sociale, par amour des enfants, par toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec un choix conscient et éclairé. Et dans ces relations-là, l'un des deux ou les deux finit par payer un prix énorme. Un prix en termes d'estime de soi, d'énergie vitale, de joie quotidienne. Voilà peut être pourquoi certains hommes qui ont traversé ce genre de relation choisissent ensuite non pas l'isolement morbide, mais la liberté réfléchie. Ils ont fait leur audit. Et le résultat les a conduits vers une vie où ils sont maîtres de leur espace intérieur. Permettez-moi d'introduire ici un personnage que j'appelle Luc, 58 ans, ingénieur à la retraite anticipée, père de 2 fils adultes. Il est venu me voir non pas parce qu'il allait mal, mais parce que sa sœur et ses amis s'inquiétaient pour lui. Tu ne peux pas être heureux tout seul, ça n'existe pas. Voilà ce qu'on lui répétait. Luc rangeait sa bibliothèque, cuisinait des plats élaborés pour lui seul, faisait du jardinage, lisait, avait des amis avec qui il dînait régulièrement et dormait 8 heures complètes chaque nuit. Son taux de cortisol, me dit-il en souriant, était probablement à un niveau enviable. Au bout de 2 séances, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Christophe, dans ma dernière relation, j'ai passé 12 ans à gérer les angoisses de quelqu'un d'autre. Je ne dormais pas, je marchais sur des œufs, je m'oubliais complètement. Aujourd'hui, je suis entier. Ça s'appelle comment, ça?
Ça s'appelle retrouver son sol intérieur. Et aucun manuel de psychologie ne vous dira que c'est une pathologie, mais voilà ce que j'ai aussi dit à Luc, ce n'est pas parce que tu vas bien seul que le problème était forcément dans l'autre. Parfois le problème est dans la dynamique, dans l'interaction entre deux systèmes d'attachement incompatibles, dans l'absence d'outils relationnels chez l'un ou l'autre ou les deux. Et si tu rencontres quelqu'un avec qui la dynamique serait saine, peut être que tu ne ressentirais pas ce besoin de fuir, peut être. Il a hoché la tête, il n'était pas convaincu. Et c'est son droit. Voici maintenant quelque chose que je veux vous soumettre et j'aimerais vraiment vos réactions en commentaire. Est-ce que nous, femmes, avons parfois inconsciemment construit nos relations de telle façon que l'autre se sent nécessaire mais pas libre? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une question sans jugement. La neuroplasticité nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau se reconfigure en fonction de ce qu'on pratique. Si pendant des années vous avez pratiqué l'anxiété relationnelle, scruté les messages, interprété les silences, anticipé l'abandon, votre cerveau a créé des autoroutes neuronales pour ça. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la biologie, mais voici la bonne nouvelle, ces autoroutes ne sont pas permanentes, on peut en construire de nouvelles. C'est le fondement même de la thérapie cognitivo-comportementale et c'est ce que j'ai accompagné dans des milliers de consultations. L'homme qui a choisi de vivre seul n'a peut être pas fait de thérapie, mais il a, d'une façon ou d'une autre, appris à ne pas activer certaines de ces autoroutes. Il a désappris l'anxiété de l'attachement, ou alors il ne l'a jamais vraiment développée. On pourrait se sentir humilié ou diminué ou remise en question. Ou, et c'est l'option que je vous propose, on peut en tirer une leçon fondamentale sur ce que nous attendons réellement d'une relation. Parce que si un homme peut être heureux sans vous, la vraie question n'est pas qu'est-ce qui ne va pas chez lui. La vraie question est qu'est-ce que je veux vraiment apporter dans la vie de quelqu'un et qu'est-ce que je veux vraiment recevoir en retour. Pas par peur de la solitude, pas pour remplir un vide, mais par désir authentique de partage et de croissance mutuelle. C'est ça l'amour rationnel. C'est pas froid, c'est pas calculateur, c'est simplement lucide. L'amour rationnel n'exclut pas la passion, il lui donne un cadre, il lui donne de la durabilité. L'amour rationnel, c'est choisir quelqu'un en sachant pourquoi on le choisit et continuer à faire ce choix chaque matin, même quand c'est difficile, parce qu'on a évalué que cela en vaut la peine. L'opposé de l'amour rationnel, c'est l'addiction relationnelle. Et là, on entre dans un territoire que je connais bien. L'addiction relationnelle, ça ressemble à de l'amour. Ça a le goût de l'amour. Ça fait même les mêmes effets que l'amour sur le circuit dopaminergique. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. La différence, dans l'amour authentique, la présence de l'autre vous grandit. Dans l'addiction relationnelle, l'absence de l'autre vous détruit. J'ai reçu des dizaines de femmes et d'hommes, soyons honnêtes, qui me décrivaient des relations épuisantes, parfois clairement toxiques, avec une intensité émotionnelle qu'ils confondaient avec de la profondeur. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi fort avec personne, bien sûr, parce que le stress chronique, l'incertitude, l'alternance entre froid et chaud, l'anxiété d'abandon, tout ça active votre système nerveux sympathique en permanence. Vous êtes en état d'alerte constant. Et l'état d'alerte constant, paradoxalement, peut être confondu avec l'excitation amoureuse. C'est neurochimiquement cohérent, c'est psychologiquement désastreux. Prenez une femme comme Nathalie, 49 ans, professeure de lycée, que j'ai accompagnée pendant 10 à 8 mois. Elle revenait régulièrement vers un ex qui la traitait avec une indifférence calculée, ponctuée de moments de tendresse intense, juste assez fréquents pour entretenir l'espoir. Ce schéma intermittent, imprévisible, alternant renforcement positif et négatif, est exactement le mécanisme utilisé dans les machines à sous. Ce n'est pas une métaphore poétique.
C'est du conditionnement opérant pur. Et Nathalie y était accrochée comme à une drogue, ce qui l'a aidée comprendre que l'intensité de ce qu'elle ressentait n'était pas la preuve que cet homme était le bon, c'était la preuve que son système nerveux était épuisé. Et ça, c'est une distinction qui sauve des vies relationnelles. Revenons maintenant à nos hommes heureux seuls, parce que je veux vous montrer quelque chose que peu de gens voient. Dans notre société, les hommes ont longtemps été socialisés à masquer leurs besoins émotionnels. Les garçons ne pleurent pas, sois fort, règle tes problèmes tout seul. Cette injonction culturelle a produit deux types d'hommes en matière relationnelle. Le premier type, des hommes qui n'ont jamais appris à exprimer leurs besoins émotionnels, qui les ont enterrés sous des couches de performance et de déni, et qui finissent par s'isoler sans vraiment l'avoir choisi. Là, oui, il y a une souffrance, souvent invisible et dangereuse. Le second type, des hommes qui, précisément parce qu'ils n'ont pas développé ce câblage de dépendance affective, ont construit une autonomie émotionnelle réelle, pas de l'indifférence, pas de la froideur, de l'autonomie. L'autonomie émotionnelle, je vais être très clair là, dessus est une compétence, pas un défaut de fabrique. Le problème, c'est que nous avons souvent été conditionnés à trouver les hommes autonomes, distants, pas disponibles, incapables d'aimer, alors que parfois cet homme-là vous dit simplement « je n'ai pas besoin de vous pour ne pas me sentir seul ». Et ça peut être terrifiant si vous-même n'avez pas encore développé cette autonomie-là. Parce qu'on en arrive à la vraie question, celle que beaucoup de femmes de 45, 50, 50, 50, 60 ans commence à se poser avec une honnêteté nouvelle. Qui suis-je, moi, en dehors de mes relations? Qu'est-ce qui me rend entière quand personne ne me regarde? Cette question, elle peut faire peur. Elle peut provoquer un vertige. Parce que si vous avez passé des décennies à vous définir à travers votre rôle mère, épouse, partenaire, la voici, la vraie solitude, non pas l'absence de quelqu'un à côté de vous, mais l'absence de vous à l'intérieur de vous. Et c'est ici que la psychologie rejoint quelque chose de profondément existentiel. L'homme qui est heureux seul a, d'une façon ou d'une autre, résolu ce problème. Il sait qui il est sans avoir besoin du regard de l'autre pour s'en souvenir. Il n'a pas besoin qu'on lui confirme sa valeur chaque matin, sa valeur lui appartient. Elle est ancrée dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans les plaisirs simples qu'il cultive, dans les liens qu'il choisit librement. Je vous donne un micro-exercice que je propose souvent en consultation. Prenez une feuille de papier, une vraie, avec un stylo, pas votre téléphone, et répondez à cette question sans vous censurer. Si demain tous mes rôles relationnels disparaissaient, je ne suis ni la mère d'eux, ni la femme d'eux, ni l'ami de qui suis-je, listez au moins 10 choses. Des traits de caractère, des intérêts, des valeurs, des compétences, des petits plaisirs. Si vous bloquez avant 10, ne paniquez pas, c'est de l'information utile. Ça vous dit que vous avez peu être investi dans les autres au détriment de vous-même, et ça se travaille. C'est même l'un des travaux les plus beaux et les plus fructueux que je connaisse. L'autonomie émotionnelle ne s'oppose pas à l'amour, elle en est la condition. Vous ne pouvez pas offrir une présence vraie à quelqu'un si vous n'êtes pas vraiment présente à vous-même. C'est pas du narcissisme, c'est de la cohérence interne. Revenons maintenant au phénomène social que nous observons. Pourquoi ce phénomène prend-il de l'ampleur maintenant, au XXIe siècle, et pas avant? Parce que plusieurs choses ont changé simultanément. D'abord, les rôles genrés traditionnels ont éclaté. Pendant des siècles, le couple était une nécessité économique autant qu'affective. Un homme avait besoin d'une femme pour tenir son foyer, éduquer ses enfants, maintenir son lien social. Une femme avait besoin d'un homme pour sa sécurité économique, son statut, sa survie parfois. Ces nécessités-là ont considérablement diminué dans les sociétés occidentales. Et quand la nécessité disparaît, ce qui reste, c'est le choix pur, et le choix pur, c'est beaucoup plus exigeant à assumer. Deuxièmement,
Les réseaux sociaux et les applications de rencontres ont radicalement transformé la façon dont les hommes et les femmes vivent leur vie affective. On peut maintenant maintenir des dizaines de connexions légères, superficielles, qui donnent une impression de lien sans les contraintes d'un engagement profond. Pour certaines personnalités, c'est paradisiaque, pour d'autres, c'est terriblement vide. Et les hommes que nous observons, ceux qui choisissent délibérément la solitude, ont souvent fait le tour de cette illusion de connexion et en sont revenus. Troisièmement, et c'est peu être le facteur le plus important, la thérapie et le développement personnel ont rendu visible. Pour les hommes aussi, la notion d'hygiène émotionnelle. Des hommes qui n'auraient jamais mis les pieds dans un cabinet de psychologue il y a 20 ans écoutent aujourd'hui des podcasts sur l'attachement, lisent des livres sur les émotions, font de la méditation de pleine conscience. Ces hommes ont des outils pour gérer leur vie intérieure sans avoir besoin de déléguer cette gestion à un autre. C'est une révolution silencieuse. Et elle redessine complètement les contours de ce qu'on peut ou doit attendre d'une relation de couple. Mais attendons. Il y a quelque chose d'important que je ne veux pas esquiver. Parmi ces hommes heureux seuls, tous ne le sont pas vraiment. Une partie d'entre eux présente ce que les cliniciens appellent une alexithymie, une difficulté à identifier et à exprimer ses propres émotions. Ces hommes ne ressentent pas leur manque parce qu'ils ont une capacité réduite à accéder à leurs états intérieurs. Ils sont fonctionnels, actifs, sociaux même. Mais sous cette surface lisse se cache parfois un désert affectif et c'est pas du bonheur, c'est de l'anesthésie. Il y a aussi les hommes qui ont été si profondément blessés dans des relations précédentes par une trahison, par un divorce douloureux, par une rupture dévastatrice que leur système de protection psychologique s'est refermé sur lui-même comme une huître. Ils ne souffrent plus, certes, mais ce n'est pas parce qu'ils ont guéri. C'est parce qu'ils ont construit une forteresse. Et à l'intérieur d'une forteresse, on est en sécurité, mais on n'est pas vraiment vivant. La différence entre la solitude choisie et la solitude refuge n'est pas toujours évidente de l'extérieur. Mais elle se sent, si on pose les bonnes questions, est-ce que vous pourriez vous permettre d'être vulnérable avec quelqu'un de confiance? Si la réponse est non par principe, pas par choix contextuel, alors on a affaire à une défense, pas à une liberté. Voilà pourquoi le tableau est nuancé. Il y a des hommes heureux seuls parce qu'ils sont entiers, et il y a des hommes qui semblent heureux seuls parce qu'ils ont appris à ne plus ressentir le manque. Ces deux tableaux-là ne méritent pas la même réponse. Et maintenant, voilà le moment que j'attendais dans ce guion. Je veux vous parler de vous, pas de ces hommes, pas de leur choix. De vous qui regardez ce genre de vidéos, qui lisez des livres sur les relations saines, qui cherchez à comprendre qu'est-ce que vous cherchez vraiment. Parce qu'il est possible, juste possible, que ce que vous cherchez dans l'amour, vous le cherchiez là où il ne peut pas vraiment se trouver, dans l'approbation de quelqu'un, dans la confirmation que vous êtes aimable, dans la sensation d'être choisi. Or, si vous avez besoin qu'un autre vous confirme que vous avez de la valeur, c'est que vous ne vous en êtes pas encore vraiment convaincu vous-même. Et aucun homme, aussi amoureux soit-il, ne peut faire ce travail à votre place. Il peut l'accompagner, il peut l'enrichir, mais il ne peut pas le faire pour vous. Voici une phrase que je dis souvent à mes patients. Si tu attends que quelqu'un d'autre te donne ta valeur, tu seras toujours à la merci de celui qui peut aussi te la reprendre. L'estime de soi authentique, celle qui résiste aux ruptures, aux trahisons, au silence, aux regards indifférents, ne vient pas de l'extérieur. Elle se construit de l'intérieur, lentement, à travers des actes cohérents avec vos valeurs, à travers la façon dont vous vous traitez vous-même dans les moments difficiles, à travers votre capacité à vous regarder avec la même bienveillance que vous offrez si facilement aux autres. Vous êtes probablement beaucoup plus bienveillante avec vos amis qu'avec vous-même. Réfléchissez à ça une seconde. Voici un deuxième exercice, très simple. La prochaine fois que vous vous critiquez intérieurement, et notez que je dis la prochaine fois, pas si jamais. Parce que je sais que ça va arriver, posez-vous cette question.
Est-ce que je dirais ça à une amie que j'aime? Si la réponse est non, alors vous vous parlez mal. Point. Et cette façon de vous parler a des conséquences directes sur la façon dont vous vous positionnez dans vos relations amoureuses. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes acceptent souvent des comportements qu'elles n'accepteraient jamais pour leurs proches. Elles rationalisent, minimisent, s'excusent. Elles deviennent les gardiennes du temple d'une relation qui ne les nourrit plus et elles confondent ce sacrifice avec de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la capitulation. La différence, l'amour authentique ne demande pas l'abandon de soi. Il ne prospère pas sur votre effacement. Un partenaire qui vous aime vraiment veut que vous soyez entière, pas dévouée au sens de dissoute. Voici maintenant un personnage que j'ai suivi pendant presque 2 ans. Appelons-la Cécile, 57 ans, médecin généraliste, mère de 3 enfants, veuve depuis 4 ans. Cécile était épuisée d'une façon qu'elle avait du mal à nommer. Elle soignait ses patients avec une dévotion remarquable, elle s'occupait de ses enfants adultes avec la même intensité. Et entre ces deux rôles, il ne restait plus rien pour elle. Pas de plaisir personnel, pas de curiosité propre, pas de temps pour simplement être, sans produire, ni prendre soin de quelqu'un. Cécile me disait: je ne sais plus ce que j'aime. Je sais ce dont les autres ont besoin. Mais moi, je n'en sais rien. C'est une des phrases les plus douloureuses que j'ai entendues dans ma carrière. Parce que c'était pas de la dépression au sens clinique strict. C'était une forme d'effacement de soi progressif, commencé si tôt qu'elle n'en avait même pas remarqué le début. Nous avons travaillé longuement sur ce que j'appelle la récupération de soi, pas la transformation radicale, pas la réinvention spectaculaire. La récupération, c'est plus humble et plus profond. C'est retrouver un goût qu'on avait perdu, recommencer à peindre, à marcher seul en forêt, à lire pour soi et pas pour cultiver. C'est apprendre à être avec soi-même sans que ça soit un vide angoissant, mais un espace habité. Cécile a mis 8 mois pour accepter de passer un dimanche entier seule, sans agenda, sans devoir. Elle est revenue en séance en disant: j'ai fait du thé, j'ai regardé la pluie par la fenêtre pendant 20 minutes et je n'ai pas eu honte. C'était une victoire immense. Et ce n'est que lorsqu'elle a retrouvé ce sol-là qu'elle a commencé à s'interroger posément, sans urgence, sur ce qu'elle voulait vraiment pour la suite de sa vie affective. L'urgence relationnelle, mes amis, est presque toujours un signe que quelque chose manque à l'intérieur. Dès que cette urgence diminue, les choix deviennent plus clairs, plus libres, plus solides. Continuons. Il y a un aspect de ce phénomène que je veux aborder frontalement parce que je vois beaucoup de femmes l'éviter, la question de la charge émotionnelle dans les couples hétérosexuels. Les recherches sociologiques, notamment les travaux de plusieurs équipes françaises, montrent que dans la majorité des couples hétérosexuels, c'est encore la femme qui porte la plus grande partie du travail émotionnel du couple. Organiser les fêtes, gérer les tensions familiales, anticiper les besoins des enfants, maintenir les liens sociaux du couple, détecter et verbaliser les problèmes relationnels. Tout cela incombe très souvent à la femme, et pas nécessairement parce que l'homme est égoïste. Souvent parce qu'il n'a tout simplement pas été équipé pour le faire, ni par son éducation, ni par son modèle familial, ni par sa culture. Alors quand cet homme finit par vivre seul, une chose remarquable se produit. Il apprend à faire ce travail pour lui-même. Il apprend à gérer ses propres tensions, à maintenir ses propres liens, à anticiper ses propres besoins. Et il découvre que c'est possible, que c'est même épanouissant. Et il comprend, parfois trop tard, à quel point cette charge avait été portée par l'autre. Je ne dis pas ça pour condamner les hommes, je le dis pour nommer quelque chose qui mérite d'être nommé. Si vous avez l'impression d'être épuisé dans certaines de vos relations, si vous avez le sentiment de tout gérer pendant que l'autre profite, c'est pas forcément une question de bonne ou mauvaise volonté. C'est souvent une question de compétences émotionnelles inégalement distribuées. Et ces compétences-là s'apprennent par les deux parties,
Un couple où les deux partenaires ont développé leur autonomie émotionnelle, où les deux savent gérer leur monde intérieur sans tout déléguer à l'autre, ce couple-là est fondamentalement différent. Il y a moins de ressentiment, moins d'épuisement, moins de dynamique de type enfant-parent où l'un prend soin de l'autre de façon chronique et asymétrique. Et ce couple-là ressemble à deux adultes qui ont choisi d'être ensemble, pas deux personnes qui ont besoin l'une de l'autre pour fonctionner. Troisième exercice pratique, et je vous préviens, celui-là demande un peu de courage. Pendant une semaine, à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie relationnelle, posez-vous cette question silencieuse, est-ce que je fais ça parce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai peur de ce qui arriverait si je ne le faisais pas? La réponse est souvent révélatrice, pas pour tout arrêter, encore une fois, mais pour identifier la proportion de ce que vous faites par amour authentique et ce que vous faites par anxiété, par obligation intégrée, par peur du conflit, par peur d'être mal aimé. Cette cartographie de vos motivations est une des bases de la TCC et elle change tout. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui va être vous surprendre venant de moi, psychiatre et thérapeute cognitivo-comportemental, formé dans le cadre très rationnel de la médecine française. Le bonheur masculin sans femme n'est pas une menace, c'est un miroir. Il nous dit quelque chose d'essentiel sur ce que nous, collectivement, avons être demandé de trop aux relations amoureuses. Nous avons chargé le couple d'une mission impossible. Être à la fois le partenaire romantique, le meilleur ami, le thérapeute, le confident, le compagnon de vie, la source principale de stimulation intellectuelle, de sécurité émotionnelle et de satisfaction physique. Tout ça en même temps, pour toujours, sans défaillir. Aucun être humain ne peut porter ça, ni un homme, ni une femme. Dans les cultures où je vois les gens les plus épanouis en relation, ce sont des cultures où le couple est important mais pas exclusif, où les liens d'amitié profonds, les liens communautaires, les liens familiaux élargis viennent constituer un filet de sécurité émotionnel que le couple seul n'a pas apporté. Dans ces configurations-là, les deux partenaires arrivent dans la relation moins assoiffée, moins affamée, moins déterminée à extraire de l'autre ce que seul un village entier pourrait offrir. Nos ancêtres vivaient en communauté. L'isolement nucléaire de la famille moderne occidentale est une invention récente, et nous en payons le prix en surchargeant nos couples. Donc si ces hommes heureux seuls ont décidé de diversifier leurs sources de bonheur, amis, passion, sens, corps, nature, au lieu de tout concentrer sur un seul être humain, ils ne sont pas en retrait de la vie. Ils pratiquent être, sans le savoir, une hygiène émotionnelle que beaucoup de thérapeutes recommandent. Ce que j'enseigne depuis des années dans mes thérapies de groupe, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier affectif. Avoir plusieurs sources de sens, plusieurs sources de joie, plusieurs ancrages identitaires. Pas pour se protéger de l'amour, pour y arriver avec moins de faim. Une personne qui arrive dans une relation avec une faim intense, une faim de validation, de sécurité, de sens, d'identité, place sur l'autre un poids que l'amour ne peut pas toujours supporter. Alors que quelqu'un qui arrive relativement nourri, curieux de l'autre, mais pas dépendant, construit quelque chose de plus solide. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes, mais aujourd'hui c'est à vous que je parle. Alors, êtes-vous nourri? Avez-vous des sources de joie et de sens en dehors de vos relations? Permettez-moi d'être direct sur un point délicat. À 45, 50, 55, 60 ans, une proportion significative de femmes se retrouvent dans une position de réinvention. Les enfants sont grands ou partis. La carrière professionnelle est bien avancée ou s'achève. Un divorce, un deuil, une rupture, et là, souvent, pour la première fois depuis des décennies, elles se retrouvent face à elles-mêmes, sans rôle évident à tenir.
sans quelqu'un pour qui se battre. C'est vertigineux. C'est aussi, et je le dis avec toute la conviction de 30 ans de pratique clinique, une des plus belles opportunités de la vie adulte. Les études sur le bien, être subjectif, montrent quelque chose de frappant. Contrairement à l'idée reçue, le niveau de bonheur moyen ne décline pas avec l'âge. Il évolue, il se transforme, les émotions positives deviennent moins intenses mais plus stables, la gratitude augmente, la capacité à profiter des petits plaisirs s'affine, et surtout les personnes qui ont investi dans leur développement personnel, dans leurs liens sociaux, dans leurs valeurs, se retrouvent à la soixantaine dans un état de sérénité que peu d'entre elles auraient prédit à 30 ans. Cette réinvention n'est pas une consolation prise, c'est un cadeau mal emballé qui attend d'être ouvert. L'homme heureux, seul dont nous parlons depuis le début de ce guion, il est peu, être simplement quelqu'un qui a ouvert ce cadeau plus tôt que vous, ou qui a eu moins de résistance à le faire, ou qui, culturellement, n'a pas eu à porter le poids de la honte de vieillir seul de la même façon que les femmes, parce qu'il faut l'admettre, la stigmatisation de la femme seule est encore bien vivante. La vieille fille, la femme qui n'a pas réussi à garder son homme. Ces représentations culturelles toxiques n'ont rien à voir avec la réalité de ce que vit une femme épanouie de 55 ans qui a choisi sa vie. Mais elles pèsent et elles influencent souvent à notre insu nos décisions relationnelles. On reste dans des relations qui ne nous conviennent plus pour éviter ce regard social. On cherche désespérément quelqu'un pour ne pas avoir l'air seul, on se précipite vers la première relation disponible, plutôt que d'attendre quelque chose de vraiment bon, et si l'on s'arrêtait là, si l'on décidait que le regard des autres n'est pas une boussole fiable pour notre vie intime, voici ce que je dis à chaque femme qui arrive dans mon cabinet en craignant de finir seule. La solitude n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est d'être avec quelqu'un qui vous rend seul. Ces deux choses ne se ressemblent pas, mais on les confond souvent parce que la deuxième est plus acceptable socialement. Une femme seule dans un appartement propre, avec des amis qu'elle aime, un travail qui a du sens, des passions qu'elle cultive, et un rapport serein à elle-même, cette femme est infiniment plus épanouie que celle qui partage son lit avec quelqu'un qui ne la voit plus, ne l'entend plus, ne lui parle plus que pour gérer la logistique du quotidien. Ne confondez pas la forme et le fond. La forme, c'est être en couple. Le fond, c'est être nourri, respecté et en croissance dans cette relation. On peut avoir la forme sans le fond, on peut aussi ne pas avoir la forme et avoir tout le fond. Un troisième exercice pour celles qui veulent du concret. Prenez les 5 dernières années de votre vie relationnelle, une relation, plusieurs, peu importe, et répondez à ces 3 questions. Dans cette relation, est-ce que j'étais davantage moi-même ou est-ce que je m'effaçais progressivement? Est-ce que cette relation m'a apporté de la croissance ou m'a-t-elle rétréci? Est-ce que je faisais des choses que je n'aurais pas faites pour moi seul et pour quelles raisons? Ces questions ne visent pas à condamner, elles visent à cartographier, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Et beaucoup de schémas relationnels se répètent justement parce qu'ils n'ont jamais été nommés clairement. Les séquences automatiques, les comportements que vous adoptez quasi réflexivement dans une relation, les pensées qui s'activent dès que vous sentez de la distance, ces séquences ont une origine, souvent lointaine, souvent liées à des expériences d'attachement précoce, et elles peuvent être modifiées, pas en une semaine, pas par miracle, mais avec de la conscience, de la patience et parfois de l'aide professionnelle. Je ne suis pas en train de vous vendre une thérapie. Je suis en train de vous dire que vous méritez de comprendre comment vous fonctionnez, parce que la connaissance de soi est la seule vraie liberté. Il y a une chose dont je voudrais parler avant de conclure, et c'est quelque chose que j'appelle le syndrome de la réparatrice. C'est extrêmement fréquent chez les femmes
qui ont grandi dans des environnements familiaux où l'harmonie dépendait de leur capacité à anticiper et gérer les émotions des autres. Ces femmes sont devenues expertes dans la lecture des signaux émotionnels des autres. Elles savent quand quelqu'un est en colère avant qu'il le sache lui-même. Elles sentent la tension dans une pièce avant qu'elle éclate et elles s'activent immédiatement pour désamorcer, apaiser, consoler. C'est une capacité magnifique. C'est aussi une capacité qui peut devenir un piège parce qu'elle les amène à choisir des partenaires qui ont besoin d'être réparés, des hommes émotionnellement blessés, instables, imprévisibles, des hommes dont les besoins sont si évidents qu'ils activent immédiatement ce câblage de soignante. Et dans cette dynamique, elle s'épuise à essayer de sauver quelqu'un qui n'a peut être pas demandé à l'être ou qui n'est pas encore prêt à changer. Si l'un ou les deux des hommes avec lesquels vous avez eu des relations importantes correspondaient à ce portrait, ne vous jugez pas. Comprenez simplement que cette attirance pour les blessés n'est pas une coïncidence, c'est une cohérence avec votre histoire. Et cette cohérence, on peut la redessiner. L'amour sain ne se base pas sur le besoin de réparer, il se base sur le désir de grandir ensemble à partir d'une fondation déjà solide chez chacun. C'est pas que les hommes sans problème n'existent pas, c'est que parfois nous ne les voyons pas parce qu'ils n'activent pas ce signal familier que nous avons appris à associer à l'amour. Pensez-y. Revenons à nos hommes une dernière fois parce que je veux finir sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand on pose la question « Pourquoi ces hommes sont-ils heureux sans femmes ?», la vraie réponse n'est pas parce que les femmes sont trop ceci ou pas assez cela. Ce serait réducteur et franchement inutile. La vraie réponse est plus subtile et plus universelle. Ils sont heureux parce qu'ils ont, d'une façon ou d'une autre, appris à se suffire à eux-mêmes sur le plan émotionnel. Ils ont trouvé leur sol, et ce sol, cette solidité intérieure, qui ne dépend pas du regard ou de la présence de l'autre, c'est quelque chose que vous pouvez construire vous aussi, pas pour finir seul, pas pour repousser l'amour, mais pour y arriver différemment, librement, sans cette fin qui déforme tout ce qu'on touche. L'amour que vous voulez le vrai, celui qui dure, celui qui grandit avec vous cet amour-là, ne vient pas trouver les désespérés. Il vient trouver les entiers, pas les parfaits, les entiers, les gens qui ont quelque chose à offrir parce qu'ils ne cherchent pas à combler un vide, mais à partager une plénitude. C'est pour ça que je vous dis, sans aucune ironie cette fois, si un homme peut être heureux sans vous, la bonne réponse n'est pas de devenir indispensable à tout prix. C'est de devenir quelqu'un dont la présence ajoute quelque chose, pas quelqu'un dont l'absence menace. Nuance énorme, conséquence radicale. Et pour terminer, permettez-moi de vous offrir une dernière image. Imaginez deux arbres dans un jardin. L'un est planté trop près de l'autre depuis des années. Leurs racines s'enchevêtrent, se disputent l'eau et les nutriments. L'un étoffe sa croissance en absorbant ce que l'autre a besoin pour vivre. Ils sont ensemble, oui, mais aucun des deux ne se développe vraiment. Maintenant, imaginez ces mêmes deux arbres plantés à bonne distance l'un de l'autre. Leurs racines se touchent, peut être légèrement à mi-chemin. Ils s'offrent mutuellement de l'ombre les jours de grande chaleur. Chacun est entier en lui-même. Chacun est magnifique seul. Et ensemble, ils créent quelque chose de plus grand que leurs deux silhouettes séparées. C'est ça l'amour sain. Pas la fusion, pas la dépendance, pas l'obligation. Deux individus entiers qui choisissent chaque jour de pousser l'un à côté de l'autre. Votre rôle, ce n'est pas de convaincre un homme heureux seul qu'il devrait être avec vous. Votre rôle, votre seul vrai rôle dans cette affaire, c'est de devenir un arbre magnifique, d'investir dans vos racines, de cultiver votre ombre, votre feuillage,
vos fruits, et les bonnes rencontres viendront naturellement ou pas, mais dans les deux cas, vous serez déjà bien, déjà vivante, déjà riche, parce qu'une vie attendue n'est pas une vie vécue. Alors voici votre défi pour cette semaine. Un seul, simple et puissant, faites une chose, une seule, que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous n'avez pas faite parce que vous attendiez d'abord quelque chose ou quelqu'un. Ce cours, cette randonnée, ce livre, ce voyage, cette conversation difficile avec vous-même, faites-le seul si nécessaire. Faites-le avec une amie si vous en avez besoin, mais faites-le et notez comment vous vous sentez après. Pas dans un journal, si vous n'aimez pas ça, dans votre corps, dans votre respiration, dans cette légèreté ou cette résistance qui vous dira quelque chose d'important sur où vous en êtes avec vous-même, parce que chaque acte de vie autonome que vous posez est un investissement dans votre sol, et c'est sur ce sol-là que quelque chose de vraiment beau peut un jour prendre racine. Merci d'être resté jusqu'ici. Ce n'est pas anodin. Ça dit quelque chose de bien de vous. Vous cherchez du vrai, pas de la flatterie. Vous avez la curiosité et le courage d'entendre des choses inconfortables et d'en faire quelque chose d'utile. Abonnez-vous si vous voulez continuer à aller au fond des choses ensemble. Laissez un commentaire pour me dire quelle phrase de ce guion a résonné le plus pour vous. Je lis vraiment, je réponds vraiment. Et si vous avez une amie qui traverse une période de questionnement sur ses relations, partagez-lui cette vidéo, pas pour lui dire quoi faire, juste pour lui offrir quelques outils de plus, parce que c'est ça finalement l'essentiel, s'équiper, non pas contre l'amour, mais pour lui. À très vite. Il me reste quelque chose à vous dire et je vais le dire directement parce que ce serait une faute professionnelle de ma part de terminer sans ça. Beaucoup de femmes qui regardent ce type de contenu sur les relations saines, sur l'amour rationnel, sur l'estime de soi, le font dans un moment de douleur. Peut être que quelqu'un vient de partir. Peut être que vous êtes dans une relation qui ne vous nourrit plus et que vous cherchez la confirmation que vous méritez mieux. Peut être que vous vous sentez seul depuis longtemps et que vous cherchez à comprendre pourquoi. Quel que soit votre point de départ, une chose est vraie, le fait même que vous cherchiez à comprendre est déjà un acte de soin envers vous-même. Et ça compte. Mais je veux mettre en garde contre quelque chose. La consommation de contenu sur le développement personnel, aussi bon soit-il, je dis ça sans fausse modestie, peut devenir elle-même une forme de procrastination. On comprend, on acquiesce, on prend des notes mentales et puis on retourne dans les mêmes comportements parce que comprendre n'est pas suffire. La compréhension intellectuelle ne suffit pas. Ce qui change les choses, c'est l'action répétée, même imparfaite, même maladroite. J'ai une patiente, Dominique, 61 ans, qui avait lu des dizaines de livres sur les relations toxiques, sur la dépendance affective, sur l'estime de soi. Elle pouvait m'expliquer avec précision le cycle de l'abus, la théorie de l'attachement, les mécanismes de la projection, et pourtant, elle revenait chaque fois vers le même type d'homme. Parce que savoir n'est pas guérir. Savoir prépare le terrain. Guérir demande qu'on marche dessus. Ce que Dominique avait besoin de faire, c'était simple mais difficile. Pratiquer. Pratiquer les limites dans des situations à faible enjeu avant de devoir les tenir dans des situations cruciales. Pratiquer l'autocompassion dans les petites autocritiques du quotidien avant d'en avoir besoin dans une rupture douloureuse. Pratiquer la tolérance à l'inconfort du manque, ne pas répondre immédiatement à un message pour désactiver progressivement le circuit de panique qui se déclenchait chaque fois qu'elle sentait de la distance chez l'autre, ce sont des compétences. Et les compétences s'acquièrent par la pratique, pas par la lecture, pas par la compréhension, par la pratique répétée dans la vraie vie, avec ses frottements et ses imperfections. Alors si je devais vous laisser avec une seule idée aujourd'hui, une seule, ce serait celle-là. Arrêtez de vous préparer à vivre et commencez à vivre. Arrêtez d'attendre d'avoir tout compris pour agir. Vous n'aurez jamais tout compris.
Personne n'a jamais tout compris sur lui-même. Pas même les psychiatres, je peux vous l'assurer, avec une certaine autorité sur le sujet. Vous avez déjà ce qu'il faut pour commencer. Une intention, une direction, et maintenant quelques outils. C'est tout ce qu'il faut pour faire un premier pas. Parce que voici ce que je sais avec certitude après 30 ans à accompagner des gens dans leurs histoires les plus intimes, personne ne regrettera jamais d'avoir investi dans sa propre croissance. Personne ne regrettera jamais d'avoir appris à se connaître mieux, à se traiter avec plus de respect, à choisir ses relations avec plus de discernement. Ces investissements-là rapportent toujours. En revanche, beaucoup de gens regrettent les années passées à attendre que ça aille mieux, à attendre que l'autre change, à attendre le bon moment, à attendre que la peur disparaisse avant d'avancer, alors que la peur ne disparaît jamais avant qu'on avance. Elle disparaît pendant qu'on avance. Désapprendre la peur en TCC, ça ne se fait pas dans la réflexion. Ça se fait dans l'exposition graduelle. On apprivoise ce qui fait peur en s'en approchant doucement, avec bienveillance et curiosité, plutôt qu'en l'évitant jusqu'à ce qu'il grossisse, jusqu'à remplir toute la pièce. La solitude fait peur? Commencez par passer 1 heure seule, sans vous distraire. Pas toute une journée, 1 heure. Regardez ce qui se passe en vous, avec curiosité, pas avec jugement. Et puis 2 heures. Et puis une matinée. Et vous découvrirez progressivement que la solitude n'est pas ce monstre qu'on vous a dit. Elle est en fait une salle de classe. La salle de classe la plus importante que vous ayez jamais fréquentée, l'intimité avec soi-même est la matrice de toutes les autres intimités. Vous ne pouvez pas être vraiment proche de quelqu'un si vous fuyez votre propre compagnie. Parce que si vous ne pouvez pas vous supporter seul, vous demanderez à l'autre de vous rendre supportable à vous-même. Et c'est trop lourd. Pour lui, pour vous, pour la relation. Les hommes heureux, seuls, ont résolu ça. Ils supportent leur propre compagnie. Ils se trouvent même parfois de bonnes fréquentations. Et c'est ça, au fond, que nous pouvons leur emprunter. Pas leur choix de vivre seuls, mais leur rapport à eux-mêmes. Ce rapport apaisé, ni d'autosatisfaction béate, ni d'autoflagellation permanente, mais de coexistence honnête avec ce qu'ils sont. C'est ce que j'appelle l'amour de soi rationnel. Pas le narcissisme, pas la suffisance. La capacité à se voir tel qu'on est, avec ses forces, ses failles, ses contradictions, et à décider que ça mérite d'être cultivé, que vous méritez d'être cultivé.